Bonjour et bienvenue dans Perspective. Nous sommes lundi 3 septembre 2018. C'est le jour de la rentrée scolaire. Le jour de la rentrée scolaire, mais plusieurs parents n'ont pas pu envoyer leurs enfants à l'école. Ils disent n'avoir pas eu de quoi acheter les fournitures scolaires. Est-ce la responsabilité du gouvernement ou est-ce la responsabilité d'eux-mêmes, les parents? Rentrée scolaire, mais bataille rangée à Litinjili, ce que vous appelez Litinjili, entre les pros enseignement primaire et secondaire et les pros enseignement technique et professionnel. Bataille rangée sous les yeux de la ministre provinciale de l'Éducation, mais également sous les yeux de notre équipe de reportage. Nous le savons également, les candidats président de la République ou députés nationaux ont été disqualifiés par la CEI, alors la CENI, ils ont introduit les recours auprès de la Cour constitutionnelle. La semaine dernière, vous avez suivi une audience retransmise en direct sur la radio-télévision nationale. Quel serait l'aboutissement de ce recours? Avec ce contexte, pouvons-nous penser organiser des élections crédibles, transparentes, démocratiques et surtout apaisées? Nous allons entendre les réponses de mes invités qui sont à ma droite, M. Norbert Yamba Yamba. Il est président de la nouvelle vision panafricaine et il est expert sur les questions de développement durable. Bonjour Monsieur Norbert Yamba Yamba. Bonjour Monsieur Luc. Je rappelle que vous revenez d'un voyage qui vous a pris plus ou moins 1 mois et demi ou 2 mois, où vous étiez en plein travail dans le cadre de votre expertise. Tout à fait. Donc, j'ai fait quatre provinces, essentiellement pour aider les nouvelles provinces à pouvoir se réorganiser, à pouvoir prendre les responsabilités, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le Congo est tellement grand que les provinces sont des pays, et si les autorités n'arrivent pas à prendre conscience de cela, encore qu'il faut leur montrer le schéma pour que véritablement ils puissent booster leurs provinces. Donc nous y étions et nous avons travaillé dur pour construire la gouvernance en intérêt de ces différentes provinces. Alors je reçois également avec M. Norbert Yamba Yamba, M. Rodrigue Mwamba. Il est médecin, docteur donc. Il est centriste du centre de Germain Kambinga. Il est également président de la Ligue de jeunes de ce mouvement du centre. Exactement. Je suis très heureux que vous m'ayez reçu, M. Kabongat. Merci. Merci. Et ça fait quelque temps aussi, on ne vous voyait plus sur ce plateau. D'aucuns ont demandé, on ne voit plus Maître Mwamba, qu'est-ce qui se passe? Le docteur Mwamba, qu'est-ce qui se passe? Non, non, nous sommes toujours là. Il se peut par rapport à notre profession. Parfois, nous allons aussi à l'intérieur du pays où nous sommes affectés. Mais sinon, nous sommes là. Et nous continuons à nous battre. Très bien. Alors, Monsieur Norbert Yamba Yamba, aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, nous sommes lundi 3 septembre 2018, jour de la rentrée scolaire. La rentrée, on l'a constaté dans nos écoles, vous l'aurez suivi également dans notre journal, une rentrée plutôt timide, mais une rentrée quand même. Hein? Et les parents se plaignent n'avoir pas eu de quoi acheter les fournitures pour la rentrée scolaire de leurs enfants. Est-ce la responsabilité du gouvernement ou est-ce la responsabilité des parents eux-mêmes? Parce que ça devient une habitude à chaque rentrée, c'est toujours les mêmes plaintes, bref, les mêmes scénarios. Non, les deux. La responsabilité du gouvernement, la responsabilité des parents, parce que les deux compartiments sont en interaction dynamique. Le gouvernement, simplement parce que c'est le gouvernement qui construit la politique, c'est le gouvernement qui permet aux uns et aux autres de trouver
leur compte dans ce qu'ils font comme travail, effectivement, et de trouver des moyens qui leur permettent de soutenir leurs enfants. Encore qu'il faut toute une politique au niveau de l'enseignement pour qui permettent, n'est-ce pas, à tous ces enfants d'avoir accès à l'éducation. La responsabilité des parents, parce qu'effectivement, ils sont parents, ils doivent aider leurs enfants à pouvoir étudier. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est impuissant devant des situations où on ne peut plus rien faire, dans une situation de déliquescence totale, n'est-ce pas, des différents secteurs de la vie nationale. On se trouve dans cette situation d'impuissance. Impuissance parce qu'effectivement, il y a un problème de gouvernance, un problème de régulation institutionnelle, un problème de responsabilité qui, en réalité, aujourd'hui, a construit un îlot d'abondance dans un océan de misère. Oh, un îlot d'abondance dans un océan de misère. Ça vous interpelle, maître, vous êtes centriste. Hein? Un océan d'abondance. Un océan de misère, dans un îlot d'abondance. Ah, un océan de misère dans un îlot d'abondance. L'image est frappante. Nous prenons au centre cette question de la rentrée scolaire avec beaucoup de sérieux et de responsabilité parce que nous savons que c'est toujours un moment extrêmement important dans la vie de notre nation et nous comprenons très bien combien c'est difficile pour les parents qui doivent prendre en charge la rentrée scolaire de leurs enfants. Surtout, il faut le dire, que la gratuité de l'enseignement, comme c'était consacré par le gouvernement, n'est pas encore effective. Alors, devant toutes ces responsabilités, nous disons que c'est toujours la responsabilité du gouvernement. Et ce gouvernement qui n'a pas tout fait, il faut le dire. Mais il ne faut pas aussi oublier les avancées qu'il y a dans le domaine de l'éducation, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 98% de taux de scolarisation des moins de 12 ans, c'est-à-dire pour le primaire, le taux d'abandon et de la scolarité a sensiblement baissé, mais nous disons qu'il y a des choses qu'il faut encore faire, et c'est pourquoi nous invitons les Congolais à tourner donc leurs espoirs vers le futur, parce que nous pensons que nous allons continuer cette transformation qui certes jusque-là a été lente, mais nous sommes sûrs qu'elles vont être accélérées à l'issue du processus électoral qui sera abouti le 23 décembre prochain. Vous avez dit 98% de taux de scolarité au primaire. C'est au primaire. C'est le résultat de quelle institution? Oui, justement. Non, mais vérifiez le rapport du PNUD lui-même, 2015, sur les objectifs du millénaire pour le développement de 2015, rapporte ces chiffres-là. Ce sont les mêmes chiffres que le chef de l'État a repris dans son discours devant le Parlement réuni en congrès. Donc ce sont des faits palpables qui ne sont pas inventés, que l'on peut tous vérifier. C'est la vérité, nous le disons. Alors, M. Norbert, vous avez parlé d'un océan de misère dans un îlot d'abondance. Qui représente cet océan de misère et qui représente cet îlot d'abondance? Merci beaucoup, mais je voudrais simplement faire remarquer au docteur Mwamba qu'il faut toujours faire attention avec les moyennes statistiques. Je me promène à travers le pays, j'ai des unités d'observation et je réalise finalement que la situation est plus grave qu'avant et je suis même très étonné d'avoir ces chiffres effrayants. 98%, ça veut dire qu'il n'y a que 2% d'enfants à l'âge de scolarité qui ne vont pas à l'école. Des chiffres contraires. Je m'excuse beaucoup parce que je sais que le taux de déperdition est de 75%. C'est que les enfants qui commencent l'école primaire ne terminent pas véritablement les 6 ans primaires. 75% sont à côté parce qu'ils n'ont pas de moyens pour payer véritablement. C'est un taux qui a évolué parce qu'en 2001, on était à moins de 50%. Je m'excuse beaucoup parce que généralement, on n'a pas beaucoup d'enquêtes qui sont menées dans ces différents secteurs. Surtout que les chiffres aujourd'hui ne sont pas véritablement authentiques, étant donné que le recensement lui-même a fait défaut et qu'on a difficile d'avoir la vraie configuration. Donc, moi, je dirais que ces chiffres interviennent, mais attention, la scolarisation est différente de la consolidation d'un enseignement de changement. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On fabrique des petits perroquins, quoi. La preuve, c'est que les universités produisent des diplômes, les instituts supérieurs produisent des diplômes, mais ces diplômes n'ont pas de valeur ajoutée, n'ont pas de plus-value. C'est qu'il y a une question très questionnante autour de la pertinence des thématiques qui sont mises en place.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin véritablement qu'on y réfléchisse par rapport à la pertinence de ces différentes options. Est-ce que les diplômes que nous fabriquons, est-ce que sont ces diplômes qui doivent être au service véritablement de notre société? Est-ce que ces diplômes correspondent à nos besoins? Et ça, ce sont des questions qui doivent faire l'objet de discussions. Il me semble qu'on n'y est pas là. On est dans les statistiques qui véritablement sont des moyennes non vérifiables et qui visiblement donnent l'impression qu'au moment où on aura 98% des gens qui sont à l'école, c'est que ces gens-là deviennent véritablement capables de changer la société. Au moment où les quelques rares des diplômes que nous avons, que ce soit des docteurs d'université, que ce soit des licenciés, etc., lorsqu'on leur donne des institutions, on a l'impression qu'ils n'ont jamais été à l'école. C'est que très clairement, il y a un débat de fond par rapport aux besoins de notre société et par rapport à la qualité des enseignements qui doivent constituer véritablement des enseignements bâtardisés. Docteur Mwamba, Monsieur Norbert, mais en cause, il remet en question le chiffre des 98% de taux de scolarité. C'est quand même énorme. Hein? Vous savez, moi, j'ai beaucoup de respect pour M. Norbert. J'ai vu depuis très longtemps, c'est un nom que je connais depuis très longtemps. Mais voyez-vous, je ne viens pas sur ces plateaux pour débattre sur base des impressions. Ce ne sont pas les impressions que j'ai sur une situation qui me permettent de venir émettre un avis sur ce plateau. J'ai une référence. Et ce ne sont pas des études inféodées ou bien partisanes qui ont été faites, même si, oui, nous n'avons pas suffisamment d'éléments statistiques ou d'études poussées dans ces domaines-là, mais les chiffres qui ressortent des institutions indépendantes, de surcroît internationales, et généralement, ces institutions leur accordent tout le crédit du monde. Et ce sont ces institutions ici, en l'occurrence ici c'est le PNUD, qui émet ces chiffres-là, et moi je ne fais que les répéter. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas reconnaître les avancées qu'il y a eu dans ce domaine-là, que finalement nous devons remettre en cause même ce qui les autres reconnaissent que nous avons fait. Je crois que sur ce point de vue-là, il faudrait que nous évoluions. Le débat doit évoluer sur ce point de vue-là. Ce sont des chiffres vérifiables. J'ai donné, moi, la référence, le rapport du PNUD sur les objectifs du millénaire de développement 2015. Ce sont des chiffres vérifiables. Je n'ai rien inventé. Alors, vous n'allez pas livrer ici une bataille de chiffres, mais la bataille à laquelle notre équipe de reportage a assisté à l'ITI Ndjili, où les pros EPSP, comme on dit, mais c'est enseignement primaire et secondaire, et les pros enseignement technique professionnels, excusez-moi, et ils se sont rentrés les uns dans les autres parce que tout simplement, ils disent, nous ne sommes pas de l'enseignement primaire et secondaire, nous sommes de l'enseignement technique. Les autres disent, nous ne sommes pas de l'enseignement primaire et secondaire, nous sommes de l'enseignement technique. Les autres disent justement le contraire. Est-ce que le gouvernement n'a pas une part de responsabilité dans cet affrontement? Vous savez, honnêtement, je dois dire que je ne maîtrise pas exactement comment c'est régulé, mais je crois que c'est un des ordres qui ne devrait pas durer. Le ministre de l'enseignement primaire devrait se saisir de ces cas-là pour clarifier la situation et que ce flou... Il est impliqué dans la crise. Mais justement, c'est ce que nous décrions, parce que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait un tel désordre dans un secteur aussi important de la vie de notre nation, notamment l'éducation. Donc nous décrions cette situation-là et nous demandons à ce que l'autorité compétente s'en saisisse le plus vite possible. Alors, Monsieur Norbert, cette bataille rangée, finalement, c'est la suite. On l'a vu dans des télévisions où le ministre de l'EPSP s'est disputé devant enseignants, personnels, élèves, avec le ministre de l'enseignement technique et professionnel, il y a peu. Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je voudrais simplement dire que je ne donne pas les impressions. Et ce n'est pas d'ailleurs ma culture professionnelle. Je suis dans les chiffres exacts, mais je ne peux pas non plus m'autoriser à donner un chiffre pour lequel je n'en ai pas, ça c'est évident. Mais néanmoins, j'ai eu à participer à l'évaluation des OMD, en fait, les objectifs millénaires pour le développement, etc. Il me semble que le secteur de l'enseignement est resté déficitaire. C'est comme ça qu'on a mis en place les ODD, les objectifs de
développement durable, où on a fait un report parce que le défi reste encore grand. Et ça m'étonne qu'on puisse aller dans cette proportion-là. Je suis simplement étonné et je ne suis pas vraiment dans les impressions. Bataille rangée. En ce qui concerne la bataille rangée, etc., c'est un déficit, c'est d'ailleurs un arrangement institutionnel non concordant. Pour servir les gens, pour redistribuer les postes de l'État sans tenir compte du contenu, on essaie de saucissonner les différents ministères et de responsabiliser les uns et les autres qui véritablement font partie d'une obédience. C'est ça en fait. Tantôt c'est l'enseignement professionnel technique, tantôt c'est l'enseignement secondaire ordinaire, etc. Et donc voilà, on se trouve dans cette déficit d'approche professionnelle et qui en réalité n'arrive pas à définir très clairement les jobs, les objectifs de chaque institution. Et on ne peut qu'arriver véritablement à ce théâtre qu'on a observé en Chili. Mais moi j'ai dit, cher Luc, c'est bien bon d'avoir un enseignement secondaire ou avoir un enseignement professionnel technique, etc. J'ai dit, à quoi ça sert? À quoi ça sert pour la société? De quelle manière cela sert pour servir pour que le pays avance, sortir de A vers B, B vers C, C vers D, etc. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas encore un débat de fond. Luc, je t'ai toujours dit, j'ai fait un petit voyage ici, dans la province de l'Équateur, et je prolonge jusqu'à 180 à Ingende. Je trouve que les gens font la chasse, les gens font, n'est-ce pas, la pêche, l'agriculture, etc. Mais toutes les écoles organisées, les sections, c'est littéraire, pédagogie, biochimie, etc. Et donc, au point où tous les jeunes gens qui obtiennent les diplômes d'État sont véritablement des petits perroquets qui cherchent où se trouver du travail. Ils n'en trouvent pas sur place parce qu'ils ne sont pas en concordance avec les besoins qui sont ressentis dans les milliers. Ça, c'est un débat de fond pour lequel nous voulons qu'il y ait de grandes réformes et que nous sentions la force et la capacité du ministre à pouvoir booster la situation. Il me semble que ça reste toujours un défi. Bon, les grands défis relèvent au niveau quand est-ce qu'on va proclamer les examens d'État, et lorsqu'on proclame les examens d'État au mois de juillet, on dit nous on a fait une grande performance spectaculaire, etc. Donc ce n'est pas un indicateur qui permette à la société d'avancer. Voilà. Est-ce que, docteur Mwamba, vous avez quelque chose à répliquer là-dessus? Non, je suis tout à fait d'accord avec M. Norbert, étant donné que le secteur, enfin, le débat de fond, n'est-ce pas, au-delà de tous les chiffres qu'on peut avoir, mais le débat de fond reste ouvert. Nous pensons qu'il y a toujours, nous ne disons pas que l'on a tout bien fait, mais nous disons qu'il y a un certain nombre de crises qui ont été bien gérées, qui ont évité d'ailleurs que nous plongeons dans des situations beaucoup plus pires. Voilà, c'est beaucoup pire que celle que nous vivons. Donc c'est cela la position du centre aujourd'hui. Donc il appartient et au gouvernement et aux parents de pouvoir prendre en main leurs responsabilités afin que la rentrée prochaine ne puisse plus connaître les déboires ou les scénarios auxquels nous avons assisté à cette rentrée 2018-2019. Je m'excuse, oui. La puissance de l'État qui n'arrive pas à prendre en main ce secteur aussi important, qui serait le plus grand ministère de la République, pose la problématique de l'essaimage des différentes écoles qui se créent à longueur de journée, où les privés, chacun véritablement ayant son canevas, et pose ce problème, etc., et donne la possibilité à ce que nos enfants soient non seulement soient acceptés si facilement, mais aussi puissent être utiles dans notre société. Très rapidement, M. Norbert Yamba Yamba, il y a peu, on assistait, excusez-moi, à un projet de construction de 1000 écoles par an. Et on ne sait pas exactement aujourd'hui où on allait. Non, c'est de la fumée. C'est du vent. Ce sont des chiffres qu'il faut vérifier. Et c'est très clair que ces 1000 écoles n'ont jamais été construites par an. C'était des prévisions. Il faut différencier une prévision, une réalisation et un résultat. On n'est pas allé au-delà de 300 tous les 5 ans. Parce qu'en réalité, c'était un programme de 5 ans, de 2012 à 2016. Et il était prévu 1000 écoles par an. On n'est pas allé au-delà de 300. Je vous en prie. Docteur Mwamba. Non, écoutez, je me garderai de tout commentaire. Fumée, non, je ne dis pas que c'est un écran de fumée.
Je dis simplement que je dis pas moi les statistiques là-dessus. Si ces 1000 écoles, combien d'écoles sur ces 1000 par an ont été construites. Donc je m'abstiens de tout commentaire là-dessus, vu que je n'ai pas de chiffres sur lesquels me baser. D'accord. D'accord. Alors, les candidats à l'élection présidentielle de décembre prochain, qui ont été recalés, nous avons assisté la semaine dernière à une audience retransmise par la RTNC sur l'affaire Jean-Pierre Bemba, Mouzito, Sami Badibanga, j'en passe et de meilleurs. D'abord, première question, est-ce que ça valait la peine de diffuser cette audience-là sur la RTNC? Eh bien, pourquoi pas? La RTNC, ce n'est pas la plantation d'un individu. La RTNC, c'est une institution qui a été mise en place pour la croissance de lucidité, la desserte de l'information à nos concitoyens. Ce sont les contribuables congolais qui font fonctionner véritablement cette institution. On a besoin d'avoir l'information, on nous l'a toujours privé. Dieu merci, écoute chapeau, il me semble que nous sommes en train véritablement de vivre un bon bondissement. Qu'avez-vous retenu de cette audience? Je pense que vous l'avez suivi. Je n'ai pas besoin de résumer l'audience, mais je pose un problème de fond. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui par rapport à la validation d'un certain nombre de candidats, notamment Jean-Pierre Bemba, Mouzito, compagnie, etc. Je vois justement un problème. Et là, sincèrement, je suis en train de me dire que si on n'arrive pas à différencier le pouvoir et les institutions pérennes, en criminologie, il est dit que quand le pouvoir a une mainmise sur les institutions pérennes, il y a une remise en question de ce que représente l'entente des objectifs institutionnels de ces institutions. C'est que très clairement, les institutions sont robotisées. Et les institutions deviennent véritablement à la merci du pouvoir. Or, l'approche de la gouvernance voudrait qu'il y ait un système de surveillance mutuelle. Or, les institutions, la CNI va faire la volonté d'une alliance stratégique de la mouvance, la justice va faire une alliance, etc. Toutes ces institutions commencent à répondre. Alors c'est comme ça qu'on a tendance à dire, mais chaque institution doit affirmer son leadership, son autonomie. Ce qu'on est en train véritablement de vivre, c'est que les candidats de l'opposition, pour la plupart, sont invalidés, même de poids lourds. Et quand on regarde, n'est-ce pas, les raisons qui sont données ne sont pas suffisamment raisonnantes. On vous dit, par exemple, pour les cas de Jean-Pierre Bemba, qu'il a été... n'est-ce pas, sanctionné d'un jugement de subornation des témoins. Et quand vous lisez la loi électorale, l'article 10 donne les conditions d'inéligibilité. Pour les cas, c'est vrai que la corruption, le pillage des ressources, etc., tout cela peuvent servir d'un jugement judiciaire irrévocable. Or, ici, pour les cas d'espèce, nous n'avons pas un jugement irrévocable. Nous avons un jugement judiciaire au premier degré. Au premier degré. Et donc, l'irrévocabilité, comme c'est prescrit dans la loi, pose la problématique de l'atteinte de toutes les voies de recours. Il n'y a plus rien. Et l'instance dernière, c'est cette instance-là véritablement qui donne un jugement irrévocable. Or, on ne peut pas sanctionner une personne simplement parce qu'il a été sanctionné au premier degré. Il faut que l'affaire arrive jusqu'au bout. Maintenant, cette affaire a été, comment on dit, interjectée, avec un appel, etc. Il faut entendre jusqu'à ce que ce jugement soit prononcé pour qu'il soit irrévocable. Alors on ne peut pas, au vu véritablement de cette donne-là, arriver à prendre une décision d'invalidation. À ce moment-là, la CNI laisse ses responsabilités de traitement des dossiers au regard des pièces qui sont exigées et devient véritablement un cours, fait office de cours et tribunaux. Donc, moi je pense que cette histoire-là ne me convainc pas, et surtout, quand on regarde Mouzito, il y a des compartiments, des entités, il y a l'IREP et le PALU est allié, l'un est recommandé par le PALU, l'autre est recommandé par l'UREP, et on vous dit non, mais ce sont des entités, il y a conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts entre quelle entité? On n'est pas dans une entité. On n'est pas dans le PALU parce qu'il avait déjà des poursuites. Vous voyez, tous ces éléments élémentaires, tu vois, montrent très clairement qu'on n'y met pas de l'intelligence politique, on n'y met pas de
la concentration. Non, j'allais dire, c'est délibéré en fait. C'est délibéré, c'est en décès que c'est fait. Et c'est pas normal parce que là, on est en train véritablement de pousser le Congo vers le sous-développement, quoi. Et c'est regrettable pour les générations futures. Vous avez l'impression qu'on a mis la charrue avant le bœuf? Tout à fait. Tout à fait. Alors, est-ce que, de manière concrète, on devrait attendre le 17 pour que, finalement, la Cour constitutionnelle puisse prendre une dernière décision, ou est-ce que la Cour constitutionnelle peut déjà prendre sa décision, quitte à voir ce que la Cour pénale internationale dirait? La Cour a 7 jours. La Cour n'est pas au-delà de la Constitution et de lois et textes réglementaires. Il a 7 jours. Et pendant les 7 jours, c'est à l'avantage véritablement de l'accusé. Qui vous dit qu'on attend le 17 parce que là on attend favorablement qu'il soit sanctionné d'un jugement judiciaire irrévocable? Ah mais non! Non pas, on a entendu qu'il a été auteur de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, etc. Mais il a été acquitté de tout ça. Et alors maintenant, vous croyez qu'il pourrait être sanctionné de cette manière-là? Docteur Rodrigue, vous avez suivi l'audience concernant le recours introduit par les candidats invalidés par la CENI. Bon Dieu, et vous êtes centriste, mais je rappelle que vous êtes signataire de l'acte constitutif du FCC et votre candidat, l'un de vous, l'ancien président de la CEI, M. Ngoï Mulunda, a été invalidé lui aussi. Vous savez, en entendant M. Yamba Yamba, parfois j'ai sauté sur mon siège. Parce que vous savez, nous avions pendant longtemps cru qu'il s'agissait là d'une campagne de désinformation. Mais nous sommes de plus en plus convaincus qu'aujourd'hui, il y a un certain camp politique, tout simplement, qui torpille le processus électoral, qui veulent manifestement pas aller aux élections, et ils ont choisi pour arme la désinformation. C'est qui? Justement, tous ceux qui soutiennent des thèses qui ne sont pas du tout vraies. Vous allez les identifier, docteur. Justement, je parlerai des faits et je crois que les téléspectateurs identifieront ou mettront les visages à ces faits. Prenons d'abord le cas du sénateur Jean-Pierre Bemba. C'est un cas qui est extrêmement délicat pour nous et nous pensons que c'est même gênant pour nous de parler de cela à la télévision, mais nous sommes obligés de le faire. Le sénateur Jean-Pierre Bemba a été condamné en appel, en seconde instance. La première instance a eu lieu en mars 2017. Il a été condamné en mars 2017 en première instance. L'affaire a été portée en 2018 en appel et il y a une condamnation définitive, et c'est vérifiable ce que j'ai dit, par la Cour pénale internationale. Ce qui est renvoyé en première instance, ce n'est pas le jugement, c'est la peine qu'on va lui donner. Parce que la Cour d'appel à la CPI a estimé que la Cour, à la première instance, les juges de première instance se sont donné un droit, le droit de choisir la peine d'une année au-delà du temps qu'il avait déjà passé en prison. C'est cela qu'ils ont remis en question. Ils ont renvoyé la question en première instance pour qu'on décide non pas du jugement qui a été rendu, un jugement qui est définitif, mais plutôt que l'on puisse décider de la peine qui lui sera donnée. Ça, c'est la vérité. Et il faut dire la vérité au peuple, il ne faut pas le manipuler. Alors, revenir tout le temps sur une certaine inféodation des institutions au gouvernement, c'est la chanson de tous les jours, mais moi je crois que nous-mêmes, nous sommes victimes. Prenons le cas de Saliba Dibanga, par exemple, qui a été invalidé. Moi, j'ai suivi le procureur qui a dit qu'il devrait être émis dans ses droits. Donc, à partir du moment où la Cour dit le bon droit, eh bien là, on l'applaudit. Mais lorsqu'il dit le droit qui est en défaveur des autres, ou d'un certain camp politique, à ce moment-là, il devient inféodé. Parlons des faits et parlons de la vérité. La vérité est telle que il n'y a aucune inféodation. Et je trouve qu'en tant que républicain, à la CENI par exemple, il y a des membres de l'opposition, il y a des membres de la majorité. Aucun d'entre eux, ceux de l'opposition, personne n'a jamais démissionné. Ils démissionneraient pour prouver qu'il y a véritablement une inféodation. Ils ne l'ont jamais fait. Donc,
Le reste, nous pensons que c'est du folklore, c'est une façon de torpiller tout simplement le processus électoral. Nous nous sommes engagés à donner aux Congolais des élections au 23 décembre 2018, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas y aller. Docteur Rodrigue, il y a dans l'opinion des gens qui disent que, en principe, M. Emmanuel Shadari devrait être lui aussi invalidé parce que, appartenant à un parti politique, le PPRD, il est son secrétaire permanent, mais on n'a jamais vu où Emmanuel Shadari a déposé sa lettre de démission pour être présenté au présidentiel comme un indépendant. Ça heurte quand même la conscience. Je voudrais simplement dire que c'est encore là l'une de toutes ces campagnes de désinformation et de torpillage du processus électoral. Où est la désinformation? Y a-t-il une seule règle qui interdit à quelqu'un qui est dans un parti politique de se présenter en tant qu'indépendant? Le président Kabila lui-même était autorité morale du PPRD. À deux reprises, il s'est présenté en tant qu'indépendant. Avait-il démissionné? Mais il n'a jamais été dauphin de quelqu'un. Franchement, y a-t-il une règle qui dit que lorsque vous êtes dauphin, vous devez démissionner? Mais vous êtes dauphin parce que vous avez été choisi dans un parti politique appartenant dans une plateforme politique. Ce n'est pas vrai. Emmanuel Ramazani Shadari ne le finit pas dans un parti politique. C'est le candidat d'un grand regroupement politique qui est le FCC, le Front commun pour le Congo. C'est le candidat du FCC. Ça n'est pas que le candidat du PPRD. Il a quitté cette casquette-là. Aujourd'hui, c'est le candidat de tous ceux qui écrit tous les Congolais. Que moi j'ai quitté une exigence formelle qui lui demande de le faire. Je voudrais qu'on brandisse cette exigence-là. S'il y en a une, qu'on la brandisse. Mais tant qu'elle n'existe pas, je pense que le reste, c'est de la désinformation et du torpillage. Alors, mais on a dit de Mouzito, je reste un moment avec vous, qu'il est en conflit d'intérêts avec son parti Les Palous. Y a-t-il, je vous retourne la même question, une exigence qui demande que l'on puisse quitter un parti politique pour se représenter sous le label d'un autre parti politique? Écoutez, d'abord je voudrais, vous m'avez présenté en tant que médecin, je suis donc pas juriste, donc je ne voudrais pas m'improviser juriste, je parle des faits. Et en ce qui concerne monsieur Mouzito, il a été démontré, au fait, la raison pour laquelle il a été invalidé à la CENI, c'était par défaut conflit d'intérêt. Et donc, je pense que cette question-là est menée devant les institutions habilitées à dire le droit, et nous attendons justement que cette institution-là dise le droit. Et nous appelons les Congolais, en tant que républicains, de faire confiance à notre justice, parce que si nous n'avions pas confiance à cette justice, pourquoi les opposants, tous ceux qui sont invalidés, ils sont allés? Monsieur Norbert Yamba, est-ce que le jugement tel qu'il se développe maintenant, est-ce que c'est sur un pied d'égalité? Je ne voudrais pas vraiment pas m'instituer aux cours et tribunaux, notamment à la Cour constitutionnelle. Je note justement une petite inquiétude quand le Dr Mwamba considère ceux qui ont un point de vue différent du centre. Donc il faut vérifier si c'est véritablement un centre, mais alors qu'il a adhéré déjà au FCC du Congo, que d'aucuns considèrent comme le front corrompu du Congo, etc. Et donc, je ne peux pas accepter qu'on dise que nous faisons le folklore, que nous sommes dans la désinformation, etc. À ce moment-là, ceux qui ont construit un écosystème politique pollué n'ont pas l'énergie morale pour véritablement donner des leçons aux gens. Je suis désolé, franchement, de dire ça, simplement parce que le pays fonctionne dans un système de points qui est intrinsèque, où il y a un virus qui s'est infiltré et qui, aujourd'hui, est en train pratiquement de détruire, de démolir, de déconstruire l'âme du peuple. Et je suis horriblement choqué quand on mène des arguments, contre-arguments, et je suis très heureux, je l'ai senti, jeune mais intelligent. Il faut qu'il reste dans les termes qui ne sont pas émotionnels pour qu'on ne nous embarque pas dans
cargo des hommes folkloriques, etc. Au moment du folklore. Et la danse, les tam-tams, c'est justement au niveau du fond quand même pour le Congo. Il ne faut pas rigoler le Congo, quoi. Le Congo est à genoux aujourd'hui. Le Congo est démoli, complètement neutralisé à cause d'un comportement de certaines personnes qui véritablement n'ont pas eu comme préoccupation, n'est-ce pas, le développement de la République et qui ont imbécilisé l'élite politique. Aujourd'hui, il y a des personnes et des grandes vertus. Non. J'écarte les superlatifs de grandes personnes, des personnes qui, à un moment donné, ont suscité l'espérance et qui, visiblement, aujourd'hui, deviennent des chanteurs, des danseurs, etc., en train de dire le contraire de ce qu'ils ont dit pendant des années. Oui. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, la question de Jean-Pierre Bemba, moi, je ne suis pas du MLC, quoi. Je ne suis pas là pour défendre le MLC. Je défends le principe, parce que j'ai toujours vu le Congo fonctionner autrement. Mais je me dis que, même si c'est ce qui est censé être le jugement définitif, pourquoi aujourd'hui on attend le 17 septembre? C'est que quelque part, les éléments qui viendront véritablement de ce jugement seront justement articulés dans le même jugement. C'est que quelque part, il y a une révision. Il faut l'entendre que ce n'est pas irrévocable. Sinon, si c'était irrévocable, on ne réviserait pas. C'est cela. Et donc, nous disons que si le 17 Bemba sera condamné de manière irrévocable, tant mieux. Mais aujourd'hui, il n'est pas condamné. On ne peut pas, donc, sur base de cette condamnation, etc., considérer comme irrévocable. J'aimerais terminer en disant que dans les dossiers, parce qu'il fallait un casier judiciaire, etc., c'est écrit condamnation de subornation au premier degré. C'est ce qui est écrit par l'institution compétente. Alors maintenant, si cette institution, n'est-ce pas, essaie de dire cela, pourquoi on ne le ferait pas, on ferait le contraire? C'est que nous voulons, docteur, et je crois que vous êtes de cette génération qui pense que le Congo peut fonctionner autrement, c'est que quelque part que la justice soit équitable, que les institutions fonctionnent de manière apaisée, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui robotise, manipule et instrumentalise tout le monde et que tout le monde devienne comme des guignols, etc. Et ça, ce n'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Parce que le Congo a un grand défi. Il est au centre de l'Afrique. Il est le cœur de l'Afrique. Et quand le cœur ne bat plus, l'Afrique ne va pas se développer. Et avec ce comportement, avec cette attitude, avec cet état d'esprit, on n'ira nulle part. Et c'est notre crédibilité qui en pâtit. Et les générations futures seront sacrifiées. Alors, j'ai posé une question tout à l'heure, docteur Rodrigue, sur M. Emmanuel Ramazani, lui demandant, même on dit à Mosito qu'il a conflit d'intérêts avec son parti Les Palous, mais on n'a jamais vu là où Ramazani a démissionné du PPRD et il est présenté comme indépendant. D'aucuns disent qu'il y a un problème, ça heurte la conscience, puisque M. Ramazani est véritablement identifié dans le microcosme politique congolais. Non, mais c'est ça, cette justice injuste. C'est une justice taillée sur mesure, avec une vitesse du pilote qui voudrait véritablement montrer qu'il n'y a que lui, alors rien que lui, pour piloter le Congo, etc. Et c'est ça ce qu'on est en train de construire. Et c'est ça ce qu'on est en train de s'aimer dans notre pays. Et c'est ça ce que nous sommes en train de nous révolter pour dire, mais plus jamais ça, et revenir à la raison. À moins que ça soit un système où il est importé de quelque part et que le joueur de tam-tam, ça se réalise en dehors du Congo, quoi. Et bien si c'était véritablement le Congolais, je crois qu'on ne ferait pas des choses visiblement élémentaires, qui ne demandent même pas d'être juriste, et même pas un petit école primaire pour comprendre qu'effectivement le jeu est mal joué. Les règles de jeu ne sont pas d'application pour tout le monde de la même manière. C'est ça en fait. Alors, docteur Rodrigue, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Vous voyez, monsieur Norbert Yamba réfléchit plus ou moins comme un citoyen, bon, j'allais dire, équilibré. Non, écoutez, je suis triste, tout simplement, à entendre mon aîné. Vous savez, moi je suis effectivement, comme il a dit, de ceux qui pensent que nous devons faire la politique autrement. Et je crois que faire la politique autrement, ce n'est pas juste un changement de visage, mais c'est aussi éviter la repentance. La repentance qui n'est qu'un déni de soi-même. Parce que lorsque nous adoptons une attitude qui n'est pas objective, qui est une attitude plutôt partisane, on est beaucoup plus sujet à se repentir lorsque les intérêts changent. Mais lorsqu'on a une attitude objective, basée sur des raisons tout à fait basé sur l'objectif, eh bien, on le restera, on gardera sa position. Je répète, c'est vérifiable par n'importe qui. Le sénateur Jean-Pierre Bemba a été condamné en deuxième instance de manière
définitive. C'est la vérité et c'est ce depuis le mois de mars de cette année. C'est vérifiable. Donc venir dire le contraire ici, c'est nier la vérité, c'est manipuler l'opinion. Deuxièmement, lorsque on évoque la question de Emmanuel Ramazani Shadary, qui n'a enfreint aucune règle en se présentant en tant que indépendant, eh bien, le cas Emmanuel Shadary, en quoi est-il comparable avec le cas, parce que c'est ce que je comprends, oui, finalement, le sens le cas de Mozito. Avec le cas de Mozito. Oui, les gens disent que Mozito, on dit qu'il est en conflit d'intérêts avec son parti. Il n'a jamais quitté les Palous, mais il s'est présenté sous le label de Nouvelle Élan. L'UREP. Exactement. C'est ce que je dis. Mais on dit de Shadary qu'on le connaît comme secrétaire permanent du PPRD. Encore qu'il n'y a jamais eu de colloque ou quoi pour désigner Emmanuel comme secrétaire permanent. Mais on le présente comme candidat indépendant. Un candidat indépendant peut prendre n'importe quelle base parce que n'étant pas lié à une famille politique, à un parti politique, ainsi de suite. Mais ça pose problème, docteur. Non, je note d'abord que la désignation de Emmanuel Shadary résulte d'une concertation qu'il y a eu entre le chef de l'État et les sociétaires du FCC, dont le PPRD lui-même était représenté. Et c'était une décision qu'ils ont prise, qui a été prise avec l'assentiment même du PPRD. Il n'y est pas obligatoire de démissionner à partir du moment où il y a le soutien du PPRD. Je ne suis pas juriste, je le dis encore une fois, mais le cas d'Adolphe Mozito est tout à fait différent. Il s'agit d'un sociétaire d'un parti politique qui va dans une élection à un poste où son parti d'origine a présenté un autre candidat, alors que lui va sous couvert d'une autre institution, alors qu'il n'a pas quitté l'ancienne institution. Voilà là où il y a le problème. Que dit le droit là-dessus? J'aimerais simplement remettre la balle dans le camp de la Cour constitutionnelle qui est en train de siéger en matière électorale. Voilà là où il y a la différence. Dans le cas d'Emmanuel Shadary, le PPRD et ainsi que tous les sociétaires du FCC sont d'accord que la personne puisse les représenter aux futures élections. Voilà la nuance qu'il y a à faire. Eh bien, encore une fois, je dis que si nous sommes républicains, nous sommes véritablement républicains, eh bien, faisons confiance dans les institutions qui doivent dire le droit là-dessus, au lieu de les vilipender au point de les présenter comme inféodés à un quelconque pouvoir. Il faut nuancer davantage pour dire que Adolphe Mozito a présenté sa démission. Il y a une pièce qui a été versée dans le dossier qui est visible. Je l'ai suivi lors de sa conférence de presse. J'estime que cette pièce existe, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'Adolphe ne s'est pas présenté sous le label de Palou et Alliés. Il s'est présenté sur le label de l'UREP. C'est que, quelque part, le Palou ne peut pas se prévaloir le droit de dire que, mais comment il y a deux personnes. Non, le Palou n'a présenté qu'un seul candidat, c'est M. Antoine Gizenga. Et Mozito a été présenté par l'UREP. Donc, il y a deux entités différentes. Deux entités différentes. Et donc, par rapport à ça, moi, je pense que si vous incitez sur la non-inféodation, moi aussi, je suis confiant que notre justice, encore qu'il faut l'encourager davantage. Elle passe des moments très difficiles parce qu'il y a trop de bourrées d'affrontement liés au comportement, aux objectifs des uns et des autres par rapport à leur vision de gestion de société. Et moi, j'estime qu'il faut encourager, et je suis d'accord avec vous, encore que bon, ils vont dire le droit, parce qu'ici, il ne s'agit pas d'une question d'interprétation, il s'agit d'une question de dire le droit. Dans ces circonstances-là, on fait comment? Mais l'expérience antérieure est très malveillante. C'est peut-être ça qui nous pousse à avoir un peu de doute. Vous avez dit ça? Vous avez des exemples? Je connais le background. Vous avez des exemples, vous? Je connais le background de gens qui sont à la Cour constitutionnelle. On n'y arrive pas n'importe comment. Et je pense qu'ils auront un sursaut d'orgueil pour mériter ce qu'ils ont en termes de valeur intrinsèque. Merci. Alors, nous allons maintenant terminer par là. Quelle est la perspective que vous pouvez projeter aujourd'hui concernant la tenue des prochaines élections, avec toutes les réalités qui entourent
la machine à voter, l'exclusion de Moïse Katumbi, et les revendications des uns exclus, disent-ils injustement. Est-ce qu'on va tenir des élections crédibles, transparentes, démocratiques et apaisées? Je commence par vous, M. Norbert. J'ai beaucoup de doutes, j'ai beaucoup de doutes qu'il y ait des élections apaisées, etc. À moins qu'on modifie la manière de faire les choses maintenant, plus que jamais. D'abord, ça devient improbable que ces élections se tiennent le 23 décembre, étant donné que, la CENI a besoin de 100 000 machines à tricher, semble-t-il, et que... Machine à voter. Machine à voter, en fait. Machine à voter qui frise aussi cette connotation. Cela ne tient, parce qu'ils insistent mordicus, parce qu'il y a une question de vous démons. Ça les empêche de dormir, que de vouloir décrisper la situation en enlevant cette histoire qui fait de doute. C'est comme ça que j'ai dit. Mais la CENI a dit, si on enlève la machine à voter, vous l'appelez comme vous l'appelez, on risque de ne pas avoir les élections en cette année. Mais on n'aura pas les élections cette année, simplement parce qu'ils ont besoin de 100 000 machines. Ils ont commandé 35 000 machines pour quitter la Corée du Sud, Séoul, jusqu'ici. Il faut faire 2 mois. Et donc nous sommes nous, il y a la Corée, il y a le Japon, il y a la Chine. Mais tout ça, il y a des transactions. Donc l'hypothèse d'avoir la machine, même si dans l'hypothèse qu'on accepte la machine, les activités qu'il faut réaliser posent le problème du respect du délai. Et bien je voudrais également dire, et c'est là que je voudrais terminer, c'est que la CENI a été mise en place pour décrisper la situation, pour dédramatiser l'atmosphère des relations politiques, pour dégonfler les tensions. Aujourd'hui, nous avons 2 camps. Il y a le camp de la majorité présidentielle, qui a construit fondamentalement un îlot d'abondance, et tout le monde est drainé autour de ça parce que c'est succulent. Devant un océan de misère. Devant un océan de misère de notre peuple qui souhaiterait qu'il y ait changement d'attitude et de comportement. Il me semble, telle n'est pas leur préoccupation. La prédilection, c'est de programmer leur reconduction pour que véritablement ils continuent à tirer le miel parce que c'est succulent, etc. Quand cela ne tienne, je pense que ce sont des Congolais. Ils finiront par comprendre que les défis restent, parce que notre pays fonctionne autrement et que qui gagne, encore qu'il faut un consensus. Un consensus pour avant d'y aller, pas par l'arrogance irrationnelle de ce que j'attends de la CENI pour dire, vouloir ou pas, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question d'accomplir une mission. Arrêtez! Si les gens s'entendaient, on n'aurait pas la CENI, c'est le ministère de l'Intérieur qui aurait pu organiser des élections, mais si on a la CENI, simplement parce que les gens veulent se rassurer et réduire la méfiance. Alors il faut qu'on arrête ce type d'arrogance qui risque de compromettre l'avenir de nos pays. Ça aura été votre dernière prise de parole, docteur Rodrigue. Je crois que pour que nous arrivions finalement aux élections dans un climat apaisé au 23 décembre 2018, il faudrait que tous les acteurs politiques changent leur attitude. Que l'on dise au peuple la vérité. D'abord, ce ne sont pas 35 000 machines qui ont été commandées, c'est 70 000 qui sont en train de revenir. Et jusque-là, je vais ajouter ça. Moi, je parle sur des chiffres que je dispose. Et je suis aussi un scientifique. Je ne suis pas en train de grignoter les chiffres. D'accord. Je suis le président de la CENI lui-même. J'ai suivi Norbert Basséguier. Il dit 70. C'est très bon. Mais il en reste 30. C'est qu'il y aura une première partie et il y aura une deuxième partie. Laissez au docteur le temps de conclure l'émission. Il y en a donc 70 000 qui sont en train d'arriver. Et les critiques que l'on puisse faire sur cette machine-là, je veux qu'il y ait des critiques objectives. Jusqu'aujourd'hui, j'espère que M. Norbert en a, si on a le temps, on développera cela, mais il n'y a aucune critique objective qui est faite au sujet de cette machine-là. Celle qu'on pouvait lui reprocher, celle d'être une machine à tricher comme vous dites, c'est parce que la personne qui vote, si c'était un vote électronique, n'a pas la preuve que le vote qui est apparu sur la machine, c'est celui qui l'a effectué réellement. Mais dans le cas de la machine à voter ici au Congo, nous avons un bulletin papier, c'est exactement la même chose qui est dans les élections passées, sauf qu'ici, il y a un écran tactile et une imprimante qui nous aident à voter à la place du stylo. C'est ça la vérité qu'il faut dire. Saluez-vous. Non. Je suis très heureux de passer mon temps avec toi. Et je sais que le pays va changer avec... Je vous remercie beaucoup, M. Norbert Yamayamba. Merci beaucoup, Dr Rodrigue Mwamba. Merci à vous toutes et à vous tous qui avez pris du temps à nous suivre sur cette émission, dans cette émission Perspective, sur ce plateau consacré essentiellement à la question électorale. Mais nous n'avons pas perdu le temps de vouloir parler un peu également de la rentrée scolaire 2018
2019. Merci à toute l'équipe technique et à bientôt. Au revoir.